C'est exactement ce que vous avez toujours voulu, un résumé de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, en une fois, à travers une ligne de temps réalisée par vous, et comme d'habitude, commentaire par moi. On y va. Ah non, comme ça, on y va. Magique. Analyse de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Commençons depuis le début. On commence avec la Première Guerre mondiale et on va aller directement aux causes. Alors, la Première Guerre mondiale est divisée en 4 causes. Les voici. La première est l'impérialisme, ou soit, c'est-à-dire l'obsession coloniale. On veut le plus de pouvoir en essayant d'avoir le plus de colonies pour prouver qu'on est les meilleurs. Ensuite, on a bien sûr le problème de nationalisme, en pensant que parce qu'on fait partie d'un pays, on est mieux que les autres, que notre culture, que nos pensées, que nos idées valent plus que les autres. Ce qui crée donc des compétitions entre les pays européens. L'Allemagne qui pense qu'elle est mieux que la France, qu'elle est mieux que l'Angleterre, etc. Suivi par l'industrialisation qui est souvent appelée la course aux armes. C'est-à-dire que grâce aux productions incroyables de l'industrialisation, on est capable de fabriquer des armes et des technologies qui surpassent les autres. Il y a donc une compétition entre les pays, particulièrement l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui essayent de se dépasser et d'être mieux que les autres. Donc l'Allemagne va produire ce qu'on appelle les U-boats afin de déplacer les dreadnoughts de la Grande-Bretagne. Suivi par le système des alliances. Afin de se protéger de la montée de l'extrémisme en Europe, les pays européens vont créer des alliances. La triple entente versus la triple alliance. D'autres événements importants qu'on commence à avoir. Le premier, qui va être le déclenchement de la Première Guerre mondiale, va être l'assassinat de François Ferdinand par un terroriste de la main noire qui est un nationaliste serbe. La Serbie est un petit pays au bas de l'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie avait commencé à conquérir la Serbie et en réponse à cette conquête qui est contre leur aspiration nationaliste, un Serbe qui veut se séparer de l'Autriche-Hongrie va tuer l'héritier à la couronne qui est François Ferdinand et sa femme dans une voiture. À la suite de ceci, c'est la poudre qui a mis le feu au canon. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Europe va donc commencer à se déclencher la guerre. On va avoir les alliances qui vont se déclencher la guerre l'une après les autres. Alors, l'Autriche-Hongrie va déclarer la guerre à la Serbie. La Russie va déclarer la guerre à l'Autriche-Hongrie parce qu'ils sont tous les deux des Slaves. On va avoir l'Allemagne qui déclare la guerre à la Russie parce que c'est un allié de l'Autriche-Hongrie. Puis ensuite, qui va déclarer la guerre à la France, parce que c'est aussi un allié à la Russie, et la France qui va déclarer la guerre à l'Allemagne, pour finir avec la Grande-Bretagne qui déclare la guerre à l'Allemagne à cause de la Belgique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le plan Schlieffen. Le plan Schlieffen qui est développé par le général Schlieffen qui pense qu'en passant par la Belgique, l'Allemagne serait capable d'attaquer la France secrètement et rapidement. La raison pour laquelle il ne fonctionne pas, c'est parce que les Français sont capables d'arrêter le plan Schlieffen et à partir de là, la guerre va rester coincée dans les tranchées. Les tranchées qui sont une méthode horrible de se battre, dans lesquelles les camps s'affrontent dans la torture et dans la douleur. Ils ne peuvent pas avancer et ils sont coincés. Et séparés par des fils barbelés, par des trous, par des obus, etc. Et si on se rappelle sur notre carte, les tranchées sont à peu près ici, long de la France et de la Belgique. Un élément intéressant de cette Première Guerre mondiale qui marque la réalité ridicule de cette guerre, c'est qu'en 1914, l'Alliance versus la Triple Entente va arrêter de se battre pour célébrer la fête de Noël. Les deux côtés vont célébrer la fête de Noël ensemble, en rigolant, en s'amusant, mais après, le lendemain, vont recommencer à se battre. Ce qui fait que souligner la folie et l'aspect ridicule de cette guerre. Ensuite, autre élément intéressant, on a la bataille de la Somme qui est la pire bataille de la Première Guerre mondiale où plusieurs millions de personnes vont trouver la mort. 1 million de soldats sont morts et blessés. Bien sûr, jusqu'à présent, c'est la pire bataille. On verra avec la Deuxième Guerre mondiale, ça représente absolument rien. Une autre bataille importante, c'est la bataille de Verdun, qui est en fait la cause pour la bataille de la Somme. C'est parce que la bataille de Verdun est si terrible que les Britanniques vont décider d'attaquer la Somme pour aider les Français qui sont coincés à Berlin. Une des choses qui va contribuer à la victoire alliée sont bien sûr
les chars qui vont être inventés par les Français et qui vont révolutionner la bataille car ils vont être résistants aux tirs, aux obus, etc. et qui vont commencer à changer le jeu en faveur des Alliés. À ne pas oublier aussi la technologie des avions qui au départ sont seulement des avions de reconnaissance mais à la fin vont un petit peu être incorporés dans la bataille. On a aussi une autre bataille importante qui est la bataille de Vimy, qui est particulièrement importante pour le Canada parce que c'est la bataille où les Canadiens vont devenir l'armée canadienne. Ils vont développer ce qu'on appelle le barrage roulant, c'est-à-dire une technique où on tire et on recharge. On tire et on recharge, et ça va marquer la première et la plus grande victoire canadienne de cette guerre. Un autre aspect technologique, c'est bien sûr le gaz moutarde qui fait une sorte de plaie horrible sur le visage et sur le corps. Il va être utilisé par les Allemands qui ensuite va être banni à cause de sa terrible nature. Et finalement aussi bien sûr les sous-marins qu'on appelle les U-boats qui sont la spécialité allemande et ils vont être très destructifs. Faire un petit retour en arrière à nos Russes. Donc on va aller voir le tsar Nicolas qu'on connaît bien qui fait partie de notre révolution russe et bien sûr Lénine qu'on connaît aussi et on a vu ensemble qu'à ce même moment au milieu de la guerre parce que la Russie souffre plus que n'importe quelle autre puissance, ils doivent arrêter de se battre, la population se révolte, on a le régime bolchevique, on a la guerre civile et donc la révolution russe arrive en 1917. Ça marque l'année 1917 dans la Première Guerre mondiale marque deux événements très importants. Un, le retrait de la Russie à cause de la révolution de la guerre, mais aussi l'entrée des États-Unis dans la guerre à cause des sous-marins allemands. C'est parce que le Lusitania a été coulé par l'Allemagne que les États-Unis entrent en guerre. À partir de ce moment, la guerre commence à terminer et l'Allemagne va tout doucement perdre jusqu'au 11 novembre 1918 où on signe l'armistice, c'est-à-dire la fin de cette Première Guerre mondiale. Maintenant, conséquences. Première, c'est que plusieurs empires tels que l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman vont être démantelés et vont perdre leur possession, qui va avoir des conséquences encore sur le monde d'aujourd'hui, la plupart qui sont encore vues dans le Moyen-Orient où de nombreux problèmes se retrouvent. On a aussi la signature du traité de Versailles, qui est bien sûr un des documents les plus importants de ce XXe siècle. Il est signé en 1919 au Palais de Versailles et il est signé par l'Allemagne, les Alliés, la France, la Grande-Bretagne. À remarquer, le Japon et l'Italie sont en fait retirés de cette signature et à cause de ça, ça commence à planter les graines pour la Deuxième Guerre mondiale. Une des choses très importantes de ce traité de Versailles, c'est que le problème, c'est qu'il demande à l'Allemagne de payer de très lourdes sommes et de prendre la responsabilité totale pour la guerre. Ce qui va influencer, qui va planter les graines pour notre Deuxième Guerre mondiale. Une autre conséquence va être le vote pour les femmes, où les femmes vont obtenir le vote dépendamment ou au Canada de 1916 à 1919 et au Québec dans les années 1940. Les femmes qui avaient beaucoup travaillé et changé énormément de choses dans les usines. À ne pas oublier, la guerre est suivie de deux grands événements qui sont les années folles et la Grande Dépression en 1929 après le Mardi Noir. À partir de ces moments-là, à cause des conditions difficiles de la réalité, on va avoir ce qu'on appelle une montée d'extrémisme. C'est-à-dire que dans plusieurs pays, plusieurs personnes vont avoir des pensées extrémistes et intenses. On va commencer avec le communisme parce qu'on le connaît déjà et Staline. Lénine meurt naturellement, entre guillemets, en 1923 et il est remplacé par Staline. Staline qui est un homme qui règne avec terreur, avec fermeté, qui a causé la mort de millions et de millions de Russes et qui va être un des personnages les plus importants de cette Deuxième Guerre mondiale. Okay, il est au début allié avec Hitler, puis à la fin, il va être allié avec les Alliés. C'est sans aucun doute qu'il travaille pour son propre avancement. Malgré ça, il est connu que même si Hitler et Staline travaillent ensemble, ils se détestent en fait. Peut-être est-ce une compétition de moustaches, on ne le saura jamais. Une autre personne qui a beaucoup influencé cette Deuxième Guerre mondiale, et bien sûr Mussolini, Benito Mussolini, qui travaille en Italie. Et oui, Mussolini est donc une énorme influence pour Hitler, parce que, il va créer ce qu'on appelle le fascisme, c'est-à-dire cette période de pensée où l'État est numéro un. L'État est à la tête du pays, l'État est la chose la plus importante, et tout le monde, on doit être prêt à tout
sacrifier pour cet État. Okay. Il va donc inspirer Hitler, qui est un ancien soldat dans cette Première Guerre mondiale, qui va prendre le pouvoir d'abord de force, arriver en prison, ou bien sûr il va écrire Mein Kampf, qui veut dire mon combat. Et dans le Mein Kampf, il va demander deux choses. Un, que toute personne, c'est-à-dire de race inférieure, soit effacée, et que on réétablisse ce qu'on appelle l'Anschluss. L'Anschluss, qui est l'unification de l'Autriche et de l'Allemagne. Pour lui, ce sont les deux choses qu'il essaye d'établir et qu'il va le faire. Ça, c'est la partie la plus incroyable, c'est qu'il va respecter tout ceci. La troisième montée, quatrième montée d'extrémisme et Hirohito, empereur japonais, qui bien sûr va commencer à se mettre contre les Européens, car ils se sentent à l'extérieur de ce monde. Il va donc commencer depuis 1931 la conquête du Pacifique en prenant la Chine et en soumettant le peuple chinois à de terribles attaques très sanguinaires. Ils seront plus tard l'allié de Hitler. Okay. D'autres choses intéressantes. Alors, une des choses qui constituent le début du règne de Hitler, ce sont l'institution de nombreuses lois à caractère assez intéressant. Donc, entre 1933 et 1935, on voit deux lois d'une apparition qui commencent à vouloir s'attaquer aux minorités. La première est le paragraphe 175 qui dit que l'homosexualité est un crime et toute personne est punie, et on va commencer à envoyer les gens dans les camps de concentration. Ils seront remarqués en portant un triangle rose sur leurs vêtements. Il faut savoir que le Berlin de 1930 est un des endroits les plus sécuritaires et les plus positifs envers les homosexuels, mais bien sûr change dès que Hitler vient au pouvoir. La deuxième chose, c'est qu'on instaure les lois de Nuremberg qui cherchent à diviser la population et d'exclure les juifs de la vie publique allemande. À savoir, les juifs de cette époque représentent un très 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 petit pourcentage, si on arrondit, de 0% de la population allemande. On a aussi un des événements qui commence à mettre le feu et à nous montrer la nature du régime nazi, c'est bien sûr les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, où on commence à voir un mélange de nazisme caché. On commence à voir déjà le racisme, où par exemple les Noirs n'ont pas, ou les Juifs, le Noir Jesse Owens sera exclu et en quelque sorte ne recevra pas le même traitement que les autres gagnants, et ou encore où les Juifs n'auront même pas la possibilité de parfois participer au jeu. Okay. Donc Jesse Owens est ici. On va commencer à avoir des événements extrêmes qui vont se propager. Une d'entre elles est bien sûr Kristallnacht, qui veut dire en allemand la nuit de cristal, c'est-à-dire tout simplement où on est passé dans des magasins, des maisons juives et on a commencé à tout détruire et tout brûler. Et ceci est en 1938. Le deuxième est bien sûr le massacre de Nanking, où les Japonais vont commencer à aller en Chine et tuer, violer et massacrer les populations chinoises. À savoir qu'il y a une certaine résistance aussi dans les pays allemands, comme par exemple la Rose Blanche, qui représente un groupe d'étudiants allemands qui se sont révoltés pour transmettre de l'information et permettre un changement dans cette Europe et cette Allemagne antisémite et raciste. Bien sûr, ces membres-là seront exécutés et ne survivront pas, mais d'autres personnes, telles que Oskar Schindler, va sauver des centaines et milliers de personnes grâce à leur intention de changer les choses et de ne pas accepter les choses comme elles le sont. Ça nous amène aussi à certaines personnes comme Anne Frank, qui représente une des victimes des 6 millions et plus victimes de cet holocauste à travers son journal fameux où elle a décrit ses conditions de vie. On a aussi d'autres initiatives, qu'elles les Monument Men, qui représentent l'intention de l'Europe de sauver l'art. Les nazis ont volé beaucoup d'art et en conséquence, leur mission était de les retrouver et de les protéger afin qu'ils ne disparaissent pas dans cette guerre. À partir de ce moment-là, Hitler décide, pour une raison qu'on ne connaît toujours pas, de se replier contre Staline.
C'est le point tournant de la guerre car il représente la fin de l'Allemagne en quelque sorte. À partir de ce moment-là, il commence réellement à perdre. La bataille de Stalingrad est une des pires batailles de cette Deuxième Guerre mondiale où des millions de Russes vont mourir. Il est connu que la Russie a souffert et reçu le plus de morts de toutes les autres puissances de cette Deuxième Guerre mondiale. Et puis finalement, ceci culmine avec D-Day, qui est bien sûr le jour J, le débarquement où les Alliés, incluant le Canada, vont venir et attaquer cette Europe. Ils vont réussir et à partir de ce moment-là, il s'agit de quelques temps, 1 an et à peu près, pour que la guerre finisse. Mais une fois qu'ils sont entrés en Europe, il s'agit juste d'attendre. À partir de ce moment-là, à savoir que le président américain Roosevelt meurt et il est remplacé par le président Truman. Ce qui inclut aussi le général Patton et le général Eisenhower qui deviendra plus tard président et qui se sont battus dans cette Deuxième Guerre mondiale. Et l'Europe commence à être libérée à partir du moment où on débarque. La libération de l'Europe arrive de façon progressive. Si on se souvient de la carte, ils arrivent par la Normandie, libèrent la France. En même temps, ils sont en train d'arriver ici par l'Italie. Et puis, ils avancent la Belgique, les Pays-Bas, qui sont libérés par le Canada. Et les Américains avancent vers l'Allemagne, tandis que la Russie avance par ici. Donc, il ne reste plus que quelques temps. Et finalement, l'Europe est libérée. Ceci n'est pas la fin de la guerre, car effectivement, il reste la guerre dans le Pacifique. On a ce qu'on appelle le développement du projet Manhattan, qui est développé par le docteur Oppenheimer, grâce aux découvertes d'Albert Einstein, qui a, grâce à cette théorie de la relativité, permis l'invention de la bombe nucléaire. Ce qui finit finalement avec Hiroshima et Nagasaki, où on jette Little Boy et Fat Man un peu plus tard. Le jour d'après, le 10 août, le Japon capitule et accepte les conséquences de cette Deuxième Guerre mondiale. Donc un résumé très long et très court de toute cette guerre.